votre disponibilité pour cette présentation et cette démonstration de notre solution qui permet d'automatiser la détection et la surveillance des vulnérabilités, des cyber-risques, et ce de façon continue. Donc, on va voir comment passer du cyber-risque à la cybersécurité avec les solutions SecuIT. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la solution de façon théorique, et puis Frédéric Donat vous fera une démonstration dans un deuxième temps. Donc, SecuIT, c'est un éditeur français. Je pense que ça a un intérêt particulier aujourd'hui. On voit des menaces qui arrivent du monde entier. Et il est important qu'au niveau national, on ait une sécurisation de nos données et qu'on donne une certaine souveraineté en matière de sécurité à notre pays. Notre objectif, c'est donc de démocratiser les techniques qui vont permettre de détecter, d'avoir une certaine hygiène de sécurité au sein d'un système d'information. Ce système d'information évolue de façon dynamique aujourd'hui dans toutes les entreprises. Les serveurs, l'environnement physique qu'on connaissait il y a quelques années, il a été très fortement enrichi par des solutions virtuelles, mais également des actions et des possibilités beaucoup plus grandes avec les offres cloud et notamment IaaS. Donc, c'est la raison pour laquelle SecuIT a, dès le départ, cherché à comprendre ces différents environnements et s'est associé à travailler avec les plus grands noms dans ce domaine, tels que Amazon Web Services, HP, VMware ou IBM. Dès le départ, SecuIT s'est intéressé au monde cloud, non seulement parce qu'il n'y avait pas de solution de sécurisation du cloud à cette époque, et notamment également parce que nos experts ont très vite repéré des dysfonctionnements au niveau de la sécurité dans ces environnements cloud qu'il fallait dénoncer, non pas de façon négative, mais certainement pour aider les fournisseurs de cloud à améliorer leurs services de sécurité. Et donc, on a travaillé ensemble dans cette voie. Donc, la société a été créée en 2011. Le produit est sorti la première version du produit est sortie en 2012. On a continué à enrichir le produit de différentes fonctionnalités dont on vous parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, la société, c'est une quinzaine de personnes, dont 80% en R&D, donc focalisées sur développer des nouvelles fonctionnalités, embrasser des environnements qui sont assez spécifiques pour pouvoir vous permettre de fournir du service à vos clients. Le siège social est basé à Sophia Antipolis en France. Donc, une des premières choses qu'on a eu à faire, c'est démontrer notre capacité, la qualité de notre produit. Et la meilleure des choses, c'est de le proposer en concurrence avec d'autres produits, de le proposer dans différents salons et dans différents consortiums pour obtenir une validation par des experts de la qualité de notre produit. On a aujourd'hui une cinquantaine de références. Il n'y a pas vraiment de compte de secteur d'activité précis, puisque la sécurité touche tous les environnements, toutes les sociétés. Ça peut aller de la toute petite TPE qui peut être confrontée à des problèmes de sécurité, comme évidemment aux grands comptes qui sont la cible préférée des grands acteurs du hacking pour des raisons financières et mafieuses. Donc, différents types de partenaires, des partenaires technologiques indispensables pour pouvoir travailler en coopération et pouvoir fournir une automatisation des services. Allô? Allô? Oui, je t'entends, Jean-Marc. Pardon.
Une automatisation des services. Donc, on a travaillé avec VMware, avec Microsoft, Citrix, mais également d'autres acteurs comme Amazon Web Services pour encore une fois, automatiser l'intégration dans ces environnements-là. On travaille également avec des sociétés de services qui fournissent par exemple de l'hébergement ou de l'outsourcing et qui vont, grâce à notre produit, pouvoir multiplier le nombre de clients tout en gardant des ressources humaines adéquates par rapport au business et augmenter leur différenciateur par rapport à leurs concurrents. Et bien évidemment, nous avons également des sociétés de services, des sociétés qui revendent la solution, et tout ça est organisé avec l'aide précieuse de notre distributeur Chris Fredo. Donc, à quoi on s'adresse? On parle souvent de est-ce une nécessité, est-ce une obligation d'avoir ce type de produit? Pour répondre à cette question, il faut évaluer le risque. Le risque, c'est en moyenne, nous disent les audits, les audits financiers, les études. En moyenne, on peut évaluer une perte de 700 000 euros, tout confondu, donc grands comptes et PME. Hein. Et on s'aperçoit également que 38% des sociétés qui ont été piratées ont coulé. Donc c'est même plus que le simple fait de perdre des données ou de perdre du temps de process. Ça peut aller jusqu'à la faillite, voire même dans certaines organisations, je pense des administrations, au licenciement de la personne ou à la réputation de la personne. C'est un phénomène qui touche particulièrement la France. 20 000 attaques en France avec une progression de 50%, c'est énorme. Et quand on pense que 53% des attaques qui ont réussi, les pirates ont utilisé des vulnérabilités pour entrer, on s'aperçoit quand même que le traitement des vulnérabilités n'est plus un bien, mais vraiment une nécessité à prendre en compte. D'autant plus que les hackers, les pirates, voyant que les outils tels que les firewalls, les antivirus et autres sont de plus en plus performants, leur seule solution pour rentrer, c'est d'utiliser ces fameuses vulnérabilités dans le système d'information. Pour vous, en tant que partenaire, il y a eu un boom pour les plus vieux d'entre nous sur la sauvegarde. Après la sauvegarde, on est venu sur l'antivirus et les firewalls, qui a représenté un marché important. Aujourd'hui, ces marchés sont des marchés dits de renouvellement, ce qui veut dire beaucoup plus de concurrence, des marges donc plus réduites. La détection de vulnérabilité, c'est un nouveau marché, ce qui est synonyme de plus grosse marge, puisque moins de concurrence et plus de besoins. Donc, l'offre étant inférieure à la demande, ça vous permet de croître non seulement au niveau de la revente de la solution, mais également de proposer un nouveau type de service et d'enrichir votre catalogue de services par rapport à vos clients qui ont je crois, besoin de ce type de service et besoin de vos compétences. Donc, vous pouvez allègrement vous passer de SecuID, d'Elastic Detector. Vous pouvez faire ça à la main. Ça va vous demander beaucoup de temps pour collecter l'information, pour analyser les différentes failles qui sont publiées chaque jour dans le monde. Une fois repéré ces failles, il va falloir que vous analysiez sur le système d'information si elles existent dans le système d'information de votre client. Il va falloir trier ces informations parce qu'il y en a des milliers. Et puis, une fois toute cette analyse faite, il va falloir corriger. Donc, énormément de travail si vous le faites à la main.
D'autant plus que le temps que vous perdez à faire tout ça, eh bien l'environnement a peut-être changé, hein. Aujourd'hui, on achète du service de serveur en IaaS pour quelques minutes voire, ou quelques heures. Les réseaux sociaux qui entraînent un nouveau type de vulnérabilité, les patchs applicatifs qui modifient les patchs applicatifs et les configurations qui sont modifiées de façon journalière. Ceci entraîne une plus grande difficulté à ne pas automatiser. Quand vous pensez également aux erreurs humaines qui peuvent être commises et qui sont tout à fait naturelles, vous avez également la demande de certaines sociétés qui vous demandent de faire des audits de sécurité et de par le coup les prévoient 1 ou 2 fois par an. C'est une autoroute pour les pirates qui, entre deux audits, peuvent attaquer en utilisant les nouvelles failles. Et comme vous le voyez, il y a à peu près 30 nouvelles failles découvertes par jour. Si on additionne le manque d'informations, le manque de budget et le manque de temps de vos clients, ça fait une nécessité pour vous de proposer ce type de solution qui va vous permettre d'automatiser toutes les tâches et d'être plus performant et d'augmenter vos marges. Surtout que vous pouvez suivre votre client avec son architecture informatique d'aujourd'hui et vous pouvez lui permettre d'évoluer dans les différentes architectures qui peuvent lui être proposées sans remettre en cause la solution de départ. Donc, pour vous, une offre variée et complète, vous allez pouvoir effectuer des audits de sécurité parce qu'il y a une demande, parce que on ne peut pas faire autrement dans certains cas. Donc, on va vous proposer d'utiliser la solution qui va permettre de faire non seulement des scans de vulnérabilité, mais également de vous aider dans l'automatisation du répertoire de toutes les machines qui sont de l'inventaire de toutes les machines qui sont présentes au moment de votre audit, mais également va vous aider dans l'aide à l'analyse en vous fournant des informations filtrées et en proposant des rapports qui sont toujours fastidieux à faire, des rapports qui, comme vous allez le voir tout à l'heure, sont adaptés à chaque besoin et à chaque personne concernée par ce problème. Ensuite, eh bien, vous pourrez proposer à des sociétés ou à la suite de vos audits une surveillance en continu. Vous aurez démontré votre compétence. Pourquoi s'arrêter à un élément ponctuel, à une image, à une photo temporelle, alors que le besoin se fait sentir sur l'ensemble de l'année. Et donc, non seulement vous améliorerez la sécurité de vos clients, mais également vous pourrez lisser tous vos services de façon continue sans avoir à être remis en question par des appels d'offres ou des nouvelles commandes. Et puis, vous accompagnerez également vos clients dans la configuration, dans leur configuration cloud au niveau de la sécurité, pour être à même de leur conseiller certains outils de sécurité qui existent dans le cloud, leur vérification, utilisation. On n'agit pas dans le cloud comme on agit chez soi. Hein, c'est un petit peu comme quand vous êtes chez vous, vous n'agissez pas de la même façon que quand vous êtes à l'hôtel. Donc, que fait Elastic Detector? Premièrement, il va recenser, hein, c'est-à-dire qu'il va fournir un inventaire en temps réel de toutes les machines qui sont utilisées ou qui sont même dormantes ou même éteintes, des machines qui sont temporaires, je pense notamment à toutes les offres cloud dans ce domaine, IaaS. Une fois cet inventaire fait, vous allez pouvoir programmer une vérification, une analyse,
qui va détecter, dont l'objectif est de détecter en repérant toutes les configurations matérielles, logicielles et réseaux, et en les comparant aux vulnérabilités existantes, mais également en prenant en compte certaines pratiques dont on a pris en compte dans la solution, qui peuvent représenter des menaces proprement dites et qui ne pourraient pas être, qui ne sont pas des vulnérabilités à proprement dit. Une fois ces vulnérabilités détectées, on va pouvoir donc sortir des rapports, des analyses, qui vont vous permettre de corriger beaucoup plus rapidement parce que l'information est triée, et ce qui va entraîner par conséquence une optimisation des coûts d'exploitation. Vous allez aller plus vite sur un dossier, chez un client. Vous allez réduire le temps de rémédiation, éviter les erreurs humaines, et surtout, ce type de rapport va vous permettre de justifier non seulement les factures de vos services, mais également pour vous permettre éventuellement de modifier la stratégie de sécurité de vos clients et de proposer d'autres offres telles que des firewalls ou autres systèmes de sécurité ou des détections d'intégrité, etc. des données. Alors, si une fonctionnalité très importante qui nous différencie de nos concurrents, vous connaissez peut-être certains des sociétés qui proposent des scans de vulnérabilité de façon classique. Évidemment, ce sont des sociétés qui ont développé ces solutions il y a quelques années. Nous, on a pris en compte ce qu'ils faisaient et on a essayé d'améliorer par rapport à ce qui était fait sur le marché en proposant de nouvelles fonctionnalités. Donc l'autodécouverte en est une, c'est-à-dire un inventaire automatique qui est très long à réaliser, des autotests qui vous permettent de détecter et d'être alerté sur des nouvelles vulnérabilités qui apparaissent, le fait de ne pas utiliser d'agents, ce qui vous évite de modifier des infrastructures, d'avoir des scans, des analyses qui seraient trop contraignantes. Le clonage dont on va parler, qui va vous permettre de résoudre la problématique quand est-ce que je fais mes analyses, sachant que le serveur de production ne peut pas subir d'altération de performance, ni même de dysfonctionnement. Multi-cible, donc le cloud, les environnements virtuels, les environnements hybrides, tout ça est pris en compte par Elastic Detector, ce qui fait véritablement un gros différenciateur par rapport à ses concurrents. Et puis, la notion de reporting, avec des tableaux de bord configurables, des alertes, une réactivité, un historique qui va vous permettre de répondre à toutes les personnes concernées. Donc, la phase d'autodécouverte, on la verra de façon plus précise avec la démo, qui va donc prendre en compte, en utilisant des connecteurs, soit des connecteurs vis-à-vis des hyperviseurs de virtualisation, soit des connecteurs vis-à-vis des fournisseurs de cloud, ou pour le monde physique, un connecteur réseau qui va repérer les différentes machines, les différents composants ou les différents éléments, si vous préférez, qui existent sur le réseau. Ça peut être des bornes Wi-Fi, ça peut être des firewalls, ça peut être un certain nombre de périphériques, en plus des serveurs. Pardon, excusez-moi, j'ai raté. Donc, une fois cet inventaire réalisé, vous allez pouvoir programmer de façon automatique les différentes analyses, les organiser en fonction de votre emploi du temps, mais également en fonction des exigences de production de votre client. Dans le monde cloud, donc, on a travaillé, comme je vous l'ai dit, avec la plupart des gros fournisseurs de cloud. Vous en avez quelques-uns de représentés. Donc, ça vous demande aucune configuration. C'est quelques minutes pour le déployer. Vous avez un inventaire dynamique sur le cloud. Il n'y a pas d'impact
sur des scans réseau, c'est 10 fois plus rapide. Pas de configuration et la prise en compte totale des différents outils de sécurité qu'il y a dans le cloud et qui est important de respecter. Une analyse des workloads, c'est-à-dire des processus qui tournent et qui sont importants, qui sont différents de ceux que vous avez dans une infrastructure classique. Des analyses beaucoup plus poussées, ce qui va éliminer les faux positifs et détecter des failles de sécurité qui n'auraient pas été, que vous n'auriez pas vu si vous n'aviez pas eu cette intrusion d'analyse dans les analyses. Et parce que Security est une société d'experts, la possibilité de s'adapter très rapidement à un nouvel environnement ou si vous avez un nouveau fournisseur d'IAS, on sera à même de développer un connecteur spécifique pour ce fournisseur. En ce qui concerne le clonage, c'est une fonctionnalité qui, d'abord, qui n'est pas obligatoire, hein, qui se fait en fonction de la situation. Vous avez un serveur de production qui tourne sur une VM. Vous souhaitez le protéger en matière de performance, en matière de disponibilité. Il suffit à ce moment-là de créer un clone qui va même sur un autre data store, ce qui va vous permettre de conserver la puissance et la réserve de puissance sur un des hyperviseurs, hein, sur un des data stores, pardon. Et donc, le clone créé, on va pouvoir, vous allez, Elastic Detector, au lieu d'attaquer le serveur de production, va attaquer le clone, ce qui va lui permettre lui permettre de faire des analyses beaucoup plus intrusives, sans risque pour le serveur de production, et donc de détecter les faux positifs et détecter beaucoup plus de failles. Donc j'en viens au rapport, 3 types de rapports qui vont filtrer l'information. Le premier type de rapport va s'adresser plutôt à une direction ou à des auditeurs. Le deuxième type de rapport, beaucoup plus intensif, beaucoup plus détaillé, qui va s'adresser à des experts comme vous, comme une direction informatique. Et puis des feuilles de route qui vont s'adresser aux personnes qui vont être à même de corriger les failles de sécurité. Donc, pour l'équipe, les rapports pour les équipes de direction ou les équipes doivent être assez succincts. Ces rapports doivent être parlants, c'est-à-dire en une vue, on doit être capable, ou ils doivent être capables de justifier la qualité de leur service informatique, la qualité de la sécurité qu'ils ont mis en place, vis-à-vis d'auditeurs externes, vis-à-vis de clients, ou vis-à-vis de fournisseurs qui peuvent leur demander ce type de rapport pour fonctionner. Notamment, vous savez que en 2018, il va y avoir des nouvelles lois qui vont être très conséquentes en matière de pénalité si des mesures de sécurité ne sont pas prises par les entreprises. Ce type de rapport peut être une justification pour éviter toute pénalité. Les rapports donc plus détaillés pour vous, pour la direction informatique, pour des équipes de sécurité éventuelles chez les clients, qui vont détailler et être granulaires, qui vont vous permettre d'avoir une description précise des analyses qui ont été faites, des vulnérabilités qui ont été faites, mais également d'avoir un historique, des statistiques qui vont vous permettre éventuellement de proposer un changement de stratégie de sécurité ou une évolution de la sécurité au sein du système d'information. Des feuilles de route très pratiques, on les envoie à la personne concernée. Par exemple, si on détecte une faille de vulnérabilité sur une base de données, il est plus simple et plus astucieux de l'envoyer à l'administrateur de base de données que de l'envoyer à l'administrateur réseau.
Donc c'est simple, hein, vous avez la description de la faille et puis vous avez la description des suggestions de solutions, de correctifs à apporter. Donc ça peut vous aider dans votre travail à réduire votre coût d'exploitation pour réduire ces attaques et vous permettre également d'avoir une résolution beaucoup plus rapide. Donc, en ce qui concerne les partenaires qui s'intéressent à ce type de solution, ça permet de démontrer, preuve à l'appui, que ce marché est devenu absolument nécessaire, donc attirer les budgets de vos clients vis-à-vis de vos services. Ça vous permet de vendre beaucoup de services à partir de cette solution parce que tout l'aspect automatisation, tout ce qui peut être automatisé va l'être par Elastic Detector. Et donc, vous allez vous consacrer, vous, à aider vos clients de façon permanente à offrir des services et on voit que nos clients, en fonction des différents services qu'ils peuvent offrir, nos partenaires, pardon, en fonction des différents services qu'ils vont offrir, il y a un rapport de 1 à 7, c'est-à-dire que pour la revente de la solution de 1 euro, vous pourrez vendre 7 euros de service. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la solution est licenciée par IP. Sur la surveillance en continu, on a un prix qui démarre à partir de 10 euros par IP et par mois. Donc, vous pouvez honorablement vendre entre 50 et 70 euros de services par IP et par mois. Comme toutes les tâches rébarbatives et qui prennent du temps sont automatisées, ça va être beaucoup plus rapide pour vous d'exécuter des audits. Donc, qui dit plus de rapidité, dit plus de potentiel de clients. Vous pouvez gérer plus de clients avec la même équipe, ce qui va augmenter votre rentabilité. L'autre intérêt de proposer la surveillance en continu, c'est que au lieu de proposer des services ponctuels, vous allez pouvoir proposer des services récurrents sur une année, sur 2 ans ou sur 3 ans, et ainsi pouvoir lisser vos ressources humaines sur plusieurs années. La diversité des services, donc des audits ponctuels parce que c'est demandé et parce que dans certains cas c'est intéressant, de l'outsourcing en matière de sécurité, j'entends, donc cette surveillance de vulnérabilité en continu, et puis des services additionnels pour ceux qui font de l'hébergement, qui va vous différencier par rapport à vos concurrents. Et vous allez apporter également une solution française qui va attirer un certain nombre d'administrations, un certain nombre de sociétés qui sont conscients que d'utiliser des solutions de sociétés étrangères, ça peut être dangereux, surtout si, contrairement à SecuDIT, où vous conservez l'intégralité et la confidentialité de toutes les vulnérabilités qui sont détectées, vous avez nombre de nos concurrents étrangers qui récupèrent toutes les vulnérabilités d'une société et qui sont à la merci d'une demande, d'une exigence d'un service de renseignement de leur pays pour leur fournir les informations. Alors, le mode de licensing, d'utilisation et de licensing. Alors, soit vous pouvez utiliser en ça, c'est tout ce que je viens de vous dire précédemment est faux, soit vous pouvez, mais le mode SaaS va vous permettre d'attaquer de façon en externe, comme on dit, les sites web, comment on peut rentrer sur les sites web, on vous expliquera ça tout à l'heure, ou en appliance virtuelle. Là, vous allez pouvoir faire soit des analyses internes parce que vous allez placer l'appliance chez votre client, soit vous pouvez la placer chez vous et là, vous allez pouvoir non seulement faire des
des tests externes pour vos clients, mais également des tests internes chez vos clients, puisque vous allez pouvoir installer différentes appliances qui vont être euh, subordonnées, si vous voulez, à l'appliance principale. Donc, elles vont remonter des informations à cette appliance principale pour vous fournir toutes les informations. Donc, comme je vous l'ai dit, la licence, quel que soit le mode d'utilisation, quel que soit le type de service que vous voulez proposer, elle est basée sur les IP des différents composants du réseau ou du cloud. Deux principes, donc surveillance en continu, et là, vous proposez, pour proposer un service annuel, par exemple. Donc là, c'est des abonnements annuels. Hein, vous pouvez prendre des abonnements sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Ou alors des jetons, là, qui vont vous permettre de faire des audits ponctuels parce que les deux peuvent être combinés puisque vous avez certaines demandes aux clients qui vous disent, ben voilà, j'ai un environnement critique et là, je veux une surveillance en continu sur l'année. Par contre, de temps en temps, j'aurais besoin de tester ou d'analyser certains services ou faire des analyses externes. Ben, le tout peut être combiné. Donc, vous pouvez combiner l'utilisation des jetons avec l'abonnement. Donc, c'est une totale flexibilité, non seulement pour la diversité de vos services, mais également pour les demandes de clients. Quelques références clients qui parlent de notre société. Donc là, je vous invite à les lire, hein, elles sont sur notre site web. Ensuite, eh bien, écoutez, la meilleure des solutions, une fois que vous aurez vu la démo, c'est effectivement de vérifier que tout ce que je viens de vous dire est vrai, d'une part, et d'autre part, de voir si cet outil, en fonction de votre façon de travailler, en fonction des services que vous proposez, peut vous aider ou non. Ça, c'est purement subjectif, c'est purement personnel. Et donc, il faut tester la solution pour voir si c'est un véritable outil qui va vous permettre non seulement de développer, d'améliorer les services que vous pouvez, enfin, je veux dire, améliorer, de rajouter des services que vous allez proposer à vos clients, améliorer leur satisfaction parce que vous allez prendre en compte également la sécurité, et d'autre part, réduire vos coûts d'exploitation pour ce type de service. On est là pour vous aider, même pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, on propose également un service de support, si vous le souhaitez. Non pas sur le produit, parce que ça, évidemment, il est compris dans le prix du produit, mais des supports sur la rémédiation ou l'analyse, au cas où, parce que personne n'est à l'abri d'un problème insolvable. Donc, on est plus intelligent à deux que tout seul. Donc, et nos experts ont quand même une grande expérience dans ce domaine-là. Donc, on vous propose de vous aider au cas où vous ne seriez pas traité une vulnérabilité. Voilà. Donc, je vais passer la main à mon collègue. Oui, je vais reprendre le rôle d'animateur. Donc, normalement, vous avez un petit encadré pour pouvoir poser des questions auxquelles on répondra en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce que vous avez présenté pour le moment Jean-Marc ou la partie démonstration que je vais vous montrer, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra avec plaisir. Je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Est-ce que de ton côté, tu vois l'écran, Jean-Marc? Oui, très bien, oui. Parfait. Donc, voilà la solution Elastic Detector que je vais vous présenter ici. Nous allons commencer la présentation par la partie
configuration pour vous montrer un petit peu de façon concrète comment se matérialise tout ce que vous a expliqué Jean-Marc. Alors effectivement, on peut distinguer 3 niveaux de configuration et on va dire de façon de récupérer les informations du système. Donc le premier, c'est ici par exemple un connecteur, ce qu'on appelle réseau, où on spécifie l'ensemble des IP du système. Et sur un scan réseau, on va être capable donc du coup d'identifier le système, de savoir s'il est bien démarré, présent et s'il répond avec des services disponibles dessus. Alors ici on peut configurer une IP, un groupe d'IP ou éventuellement plusieurs IP en les séparant par des virgules. Hein, donc il y a toute la panoplie pour faire un groupement de machines ici, soit un groupement physique avec un sous-réseau, soit par exemple on pourrait entrer la liste des IP publics de son infrastructure et elle serait de cette façon-là groupée. La deuxième façon qu'on a de faire, eh ben, c'est d'aller voir un hyperviseur. Donc sur un hyperviseur, on peut déclarer un utilisateur en lui spécifiant des droits. Et en fonction de ces droits-là, on va être capable de récupérer l'ensemble des machines virtuelles et des réseaux qui leur sont associés. Et ces mécanismes-là vont être faits de façon continue. D'accord? Donc les scans réseau, on peut ou éventuellement les couper hein, pour éviter d'alerter sur les équipements de type firewall pour des scans réseau. Par contre, en ce qui concerne la partie virtuelle ou voire cloud, comme on peut le spécifier ici, ce sont des appels qui passent par interface de programmation. Donc en fait, il n'y a pas de scan réseau. Et on est même capable ici de voir du coup les machines qui sont arrêtées. Alors, on a donc une mise à jour qui est complète sur le système d'information et les machines arrêtées sont importantes parce que ces machines-là sortent souvent du scope de mise à jour et sont souvent redémarrées dans des cas d'urgence. Ce qu'on s'aperçoit avec certains de nos clients, c'est que lorsqu'ils font par exemple une mise à jour de leur site web, donc ils font une nouvelle machine pour le site web, et ils mettent en production cette nouvelle machine, et l'ancienne machine est tout simplement arrêtée. En cas de problème, ils se disent on peut redémarrer l'ancien site web, et durant cette période où les deux systèmes cohabitent, et ben, lorsqu'ils ont un problème sur la machine de production avec le nouveau système et le nouveau site web, soit ils arrivent à le résoudre rapidement et auquel cas il n'y a pas de souci de ce côté-là, soit c'est quelque chose d'un peu plus long qui demande un petit développement et du coup ils rebasculent de temps en temps sur une ancienne version du site web en la rallumant et cette machine-là est vraiment le problème pour l'infrastructure parce que c'est elle qui n'est pas à jour et qui contient le plus de vulnérabilités comme vous l'a dit Jean-Marc. Donc pour vous montrer ce groupement-là, on a ici l'ensemble, dans l'interface, on retrouve l'ensemble des éléments qui composent l'infrastructure hein, et leur partie, leur endroit où ils sont déployés. On peut aisément filtrer ces choses-là, alors soit par ce qu'on appelle directement nous provider, donc c'est le groupement qu'on vient de configurer. Donc là, typiquement, je peux reprendre un que je vous ai montré, qu'on avait fait pour les workshops, hein, que l'on organise également avec Chris Réseau. Et donc là, vous retrouvez l'ensemble de vos serveurs. J'en avais un sur 16 qui a été sous surveillance. Et comme j'ai pu lancer des scans de vulnérabilité pour avoir l'état de sécurité de ces serveurs-là, et bien du coup, dans cette série de serveurs, dans ce groupement de serveurs, je peux avoir une évaluation du risque et je sais le nombre de vulnérabilités qui peuvent être contenues dedans. On peut filtrer de façon beaucoup plus fine en mettant directement les noms des serveurs. Hein, on peut aller les chercher directement dans l'interface. Donc là, je peux vous mettre par exemple un serveur Hadoop qui était sur une autre partie d'infrastructure. En plus, pour aider au mécanisme de filtrage,
pardon, vous êtes capable de pouvoir taguer les serveurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, taguer un serveur? Eh bien, typiquement, si je reprends mon serveur Hadoop, celui-là, de mon côté, donc je vais aller le chercher. Donc, j'ai retrouvé le connecteur qui contient ici 15 serveurs qui sont automatiquement filtrés ici. Je retrouve mon serveur Hadoop ici. Et pour moi, mon serveur Hadoop, eh ben, d'une part, il est en production et de plus, c'est un système critique. Je vais lui donner ces deux notions-là, hein, ce qui permet de donner une notion environnementale à ces groupements d'informations et ces groupements de machines et de serveurs dans son système virtuel. Et lorsque je suis dans la partie serveur, je peux du coup rechercher tous mes serveurs critiques. Bon, mes serveurs critiques ici sont sur mon environnement et, pardon, ici c'était mes serveurs de production. Et si je couple avec les serveurs critiques, donc je peux avoir une vision très fine et un groupement très fin de tous mes serveurs. Ensuite, si je veux lancer un scan de vulnérabilité, ben ça je peux le faire à tout moment sur les serveurs, où je peux aller configurer de façon plus précise une date de départ et une récurrence ou non de mes scans. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la partie calendrier. Et ensuite, comme le disait Jean-Marc, sur des infrastructures qui sont virtuelles ou cloud, donc au niveau IaaS, il y a possibilité d'utiliser la fonction clone and scan, qui elle va tout simplement cloner cette machine virtuelle ou cette instance dans l'environnement cloud, analyser le clone et ensuite nettoyer le clone. Ceci, ça vous permet donc de ne pas avoir d'impact sur la machine de production et d'avoir une analyse complète sur le système. Donc, si nous avions configuré, et moi j'en ai configuré quelques-uns, quelques scans sur l'infrastructure, eh bien on a un calendrier qui me permet de voir tous les scans qui ont été effectués. Donc ici, typiquement, ma machine target, où je peux accéder directement au scan. On ira voir ça un petit peu en détail tout à l'heure. Mon serveur Windows 2002, où je peux aller voir le scan qui a été fait. Et je vois mes prochaines planifications, ce qui va arriver dans la semaine. Donc je peux éventuellement les décaler si je le souhaite, par un simple glisser dans l'interface. D'accord? Donc, eh ben, prenons maintenant typiquement un scan Windows et allons voir sur le dernier rapport, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, on retrouve le serveur bien évidemment dans le haut, avec les premières notions, hein, est-ce qu'on a trouvé des choses critiques ou pas, et quelle était la plus grosse criticité. Donc ici, c'est une note de 10, donc c'est le plus critique. Les notes vont de 0 à 10, 10 étant le plus critique. Et donc, on arrive sur la partie vulnérabilité ou problème, avec la description du problème, quelques liens de référence pour aller compléter ces informations, et bien évidemment, la solution à apporter au problème. Donc, vous voyez ici qu'en plus, on a des notifications et en fonction des indicateurs de risque. Hein, donc, on sait que maintenant que cette vulnérabilité, elle va impacter l'OWASP A9, donc qui est une partie de protection des données, et l'ANSI sur la partie mise à jour des systèmes. On peut aller voir en détail cette vulnérabilité-là, et si on va la voir en détail, on verra. Alors, je ne sais plus la première fois que je l'ai détecté, mais on peut avoir un historique pour savoir quand est-ce qu'elle est apparue, et forcément, une fois qu'elle sera corrigée, quand est-ce qu'elle sera corrigée. On voit également le nombre de serveurs qui est impacté. Alors ici, comme j'ai une programmation, je vois une journalière, je vois l'ensemble de mes scans. Et je peux à tout moment accéder à chaque scan. J'ai également possibilité de taguer cette vulnérabilité en disant que, par exemple, elle est urgente. Et du coup,
dans ma vue vulnérabilité, je peux faire des recherches en ayant, lorsque je veux faire ma remédiation, ma correction, en pouvant choisir ce tag-là pour mettre des priorités sur ce que j'ai enfin, sur ce qu'il faut que je fasse. D'accord? Donc ici, vous retrouvez l'ensemble des vulnérabilités dans cette vue avec le nombre de serveurs impactés et vous avez possibilité de pouvoir, alors prenons ici par exemple cette vulnérabilité, hein, une page HTTP avec authentification, mais sans canal sécurisé. Vous avez possibilité de dire ici, ben, en fait ça c'est une machine dans mon environnement et mon lab de test, donc ici c'est pas du tout important. Donc je donne une condition environnementale et pour toujours. Hein, c'est pas très important, il faut pas que c'est jamais que mon lab de test, donc mon équipe n'est pas tenue à remédier sur cette vulnérabilité là. Et donc du coup, ad aeternam, sur ce serveur, cette vulnérabilité ne remontera pas lorsqu'on fera un filtrage par vulnérabilité critique. Et vous pourrez également à tout moment aller modifier. Donc vous voyez ici qu'on a une modification et vous pourrez à tout moment aller modifier et remettre à nouveau cette vulnérabilité de niveau critique dès lors que par exemple vous aurez enlevé cette machine au WASP ou que vous voudriez refaire un test dessus pour revoir tout ça. Donc peut-être sur la partie reporting, donc nous allons commencer comme le disait Jean-Marc par les indicateurs simples qui peuvent être remontés à une hiérarchie, soit à des dirigeants d'entreprise, soit à des responsables du système d'information, qu'ils soient chez vous ou chez vos clients. Donc nous avons pour le moment 4 indicateurs, donc celui qui est propre à Secure IT, celui qui est tiré et qui fait référence au guide des meilleurs de l'hygiène de l'ANSSI. Hein. L'ANSSI a publié un guide qui explique les bonnes pratiques et d'hygiène informatique. Et donc, en fonction des tests que l'on fait, on est capable de dire ça correspond à telle pratique ou telle pratique. Nous avons le guide de l'OWASP. Donc l'OWASP, c'est le groupement des industriels pour la sécurité des applications web. Alors, vous trouvez ici autant des fabricants de solutions de protection des applications web que des gens qui développent des applications web et qui proposent les bonnes pratiques, alors quel que soit le langage. Hein. Ensuite, vous avez PCI DSS qui est le standard pour l'industrie de carte bancaire. Donc, si on va voir un indicateur, on retrouve par exemple l'ANSSI. On a regroupé les 42 règles actuelles du guide de l'ANSSI en 5 indicateurs. Donc, soit le contrôle d'accès, l'intégrité, les malwares, le software non à jour et les dénis de service. L'OWASP, on se base encore sur la partie OWASP 2013, vu que la partie 2016 n'est pas encore sortie, et sur le dernier guide PCI, ici. Donc PCI, c'est par rapport aux deux autres où on est capable de donner une échelle hein, et une valeur. PCI, c'est le test passe ou le test ne passe pas. Prenons par exemple le guide de l'hygiène et l'intégrité des données. On est capable de voir, juste en cliquant dessus, quelles sont les vulnérabilités qui impactent l'intégrité des données sur le serveur. D'accord, donc il suffit lorsqu'on, pour la remédiation, de pouvoir aller tout simplement, on affine, on part du haut et on affine, on descend jusqu'au problème et à la résolution du problème. Ensuite, nous avons une vue exécutive qui permet ici d'avoir, dans cette vue exécutive, nous allons retrouver les 10 premiers serveurs qui ont le plus de vulnérabilités et les 10 vulnérabilités les plus répandues dans l'infrastructure.
Pareil, ça c'est une façon de pouvoir traiter rapidement et efficacement les vulnérabilités, hein. C'est de dire quelle est la vulnérabilité la plus répandue. Comme ça, si je sais la traiter rapidement, eh ben, je peux facilement traiter tout un ensemble de serveurs et donc du coup augmenter ma sécurité et éliminer des points faibles sur mon infrastructure. Soit quelle est vraiment la bête noire ou le serveur le plus problématique dans mon infrastructure. Comme ça, si je peux le corriger, voire même l'isoler, ça peut être une solution, hein. Si jamais on découvre qu'on a un serveur qui sert une application qui n'est plus utilisée, mais dont on n'a malheureusement pas retiré l'accès, l'arrêter et donc mettre ce serveur sous tension, hors tension, pardon, et le sortir du réseau, ça peut être une solution qui peut permettre de gagner en sécurité. Donc, vous avez également une catégorisation des problèmes, comme le disait Jean-Marc, suivant la grosseur et la taille de vos clients ou de vos infrastructures, si vous utilisez le produit pour vous-même. Vous pouvez avoir soit des équipes en général d'administration, alors administration système, administration réseau, administration base de données, par exemple, ou des équipes de développement, plutôt applicatif ou application web. Et à ce moment-là, il ne faut pas tout donner à ces équipes, sinon ils sont noyés, ils ne retrouvent pas leurs problèmes et ils perdent du temps. Il faut leur donner ce qui les concerne. Et donc cette vue nous permet ici, tout est découpé, mais vous pouvez, lorsque vous donnez les rapports, regrouper la partie système d'exploitation et base de données, par exemple, lorsque vous fournissez un rapport. Donc on a également pour, alors peut-être ce serait bien que je vous montre un rapport. Donc je vous le montrerai peut-être plus tard dans la partie scan et tous les rapports. Je vais d'abord ici vous montrer qu'on peut faire une différence entre deux scans de vulnérabilité pour voir si on a eu de l'évolution dans son infrastructure. Alors en l'occurrence, moi c'est les mêmes scans, j'ai rien fait sur ce serveur là, donc tout, j'ai pas de changement, hein. Tout est la même chose sur mes serveurs. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est ce serveur-là, je veux générer le rapport pour mon administrateur base de données. Je prends le rapport, je le sélectionne. Je vais générer. Je sais que la partie base de données, système d'exploitation, c'est la même personne qui est en charge. Et je veux qu'il s'occupe juste des problèmes critiques et moyens. Je sais qu'il est chargé en ce moment. Donc là, je vais lui générer sa feuille Excel en ayant filtré la partie base de données et système d'exploitation. Tout le monde voit mon écran? Oui, oui. Parfait. Et donc, on voit le problème, on voit le serveur impacté, et on a la description et la solution donc, qui lui permet à lui, qui lui parle, et il sait ce qu'il doit faire pour aller désactiver ici, par exemple, SMBV1 sur le serveur Windows. Voilà. Alors, si jamais vous fournissez du service, vous voulez fournir du service autour du produit, on a ce qu'on appelle le rapport S+. Donc le rapport S+, c'est un rapport qui se constitue automatiquement et dont vous pouvez altérer le contenu ou le modifier en fonction de ce que vous voulez. Donc par exemple ici, je vais dire ce qui m'intéresse là sur ce client-là, c'est la partie Hadoop. Donc je vais insérer un commentaire. En priorité, voilà. Sur cette vulnérabilité Hadoop là. Sur ce problème Hadoop là aussi, le même commentaire. Là, j'ai pas plus d'idées que ça, je m'en excuse. Voilà. Donc pour lui, ce qui est important, c'était Hadoop. Moi, je m'aperçois que ça, c'est problème
critique, une authentification sans canal sécurisé, ajouter un canal sécurisé via HTTPS. Voilà. C'est mon client est français, donc je lui génère le rapport en français, bien évidemment. Là, l'outil est en train de générer le rapport. Et lorsque le rapport sera généré, je pourrai le télécharger de façon très simple. Voilà. Donc, je crois que je vous ai fait voir les principales fonctionnalités du produit dans son interface utilisateur. Maintenant, c'est également une plateforme qui peut être distribuée, comme l'a noté Jean-Marc, où vous pouvez par exemple avoir ce qu'on appelle un manager, donc la plateforme centrale hein, où les informations vont être centralisées, avec et déployer plusieurs environnements Elastic Detector qui, eux, vont exécuter les tâches. Donc que nous nommons worker dans notre langage. Sur ces environnements, sur cette partie-là, vraiment la console centralisée, c'est elle qui aura l'interface graphique et qui aura tous les éléments avec les vulnérabilités pour vous les présenter. Et les Elastic Detectors donc, qui feront l'exécution, c'est des machines, des appliances que vous pourrez virtuelles, que vous pourrez déployer dans les sous-réseaux de vos clients, par exemple, une par sous-réseau, ce qui permettra de limiter l'impact lorsque vous ferez des scans de vulnérabilité ou des scans réseau, limiter l'impact sur la bande passante utilisée, hein, qui sera du coup très faible, et juste une remontée d'informations vers la console centrale. Donc, je vais vous montrer cette partie de configuration-là. Donc, c'est la partie d'administration du produit. C'est également une partie où vous pourrez gérer les licences et l'attribution des licences ou des tokens à vos utilisateurs. À vos utilisateurs et à vos clients, pardon, ou vos clients. Donc, comment ça se présente? Tout simplement, elle aussi a une partie de configuration où on peut donc rediriger les emails via un proxy mail ou via votre propre serveur mail, hein, avec des entêtes spécifiques. Vous pouvez modifier le certificat de l'appliance pour que ça apparaisse complètement autorisé. Vous pouvez rediriger les logs pour les envoyer dans ce qu'on appelle un SIM, hein, concentrateur de logs, qui vous permet de voir les incidents et de faire de la corrélation de logs. Vous pouvez, si vous avez des utilisateurs, utiliser un URL d'app pour les authentifier. Et enfin, le produit disposant d'une API, vous avez des clés d'API que vous pouvez donner à vos utilisateurs ou à vos administrateurs, voire vos clients. Donc, c'est un produit totalement complet et totalement automatisable dans votre workflow. Hein. Si par exemple, vous avez déjà un workflow pour créer des machines virtuelles pour vos clients, sur des hyperviseurs ou sur des plateformes SaaS. Vous travaillez donc par API avec ces hyperviseurs et ces plateformes SaaS pour que ça soit complètement automatisé. Par API ou par mode client, hein, qui sont programmés, c'est fait de façon programmable. Eh bien, vous pourrez inclure dans votre cycle le fait de créer un compte Elastic Detector et de lui paramétrer, créer le compte client sur la plateforme et générer automatiquement les accès pour qu'Elastic Detector aille faire le travail de recherche de vulnérabilité sur l'infrastructure du client. Donc,
là, je vous montre ce qu'on appelle donc le manager et le worker. Hein, le worker étant l'élément où seront effectuées les tâches dans une infrastructure distribuée. Maintenant, vous pouvez donc créer des comptes pour vos clients. Hop, il faut que je clique correctement pour la partie compte, pardon, que je les affiche tous. Et vous avez des comptes où vous pouvez typiquement ajouter des utilisateurs. Si vous avez un client qui a plusieurs administrateurs, il peut ici faire un compte par administrateur, ce qui est dans les meilleures pratiques de sécurité. On ne partage pas des comptes entre administrateurs, car ça empêche de pouvoir accéder à la traçabilité. Et avec la réglementation générale sur la protection des données, il faut pouvoir s'assurer de la traçabilité. Et donc la traçabilité, c'est dire qui a fait quoi et quand. Et donc il faut donc un compte par personne pour pouvoir être capable de faire ça. Voilà, j'en ai terminé avec la démonstration du produit. Peut-être juste ici, vous spécifiez que sur chaque compte utilisateur, eh bien, à partir du moment où vous avez rentré votre licence, vous pouvez attribuer des jetons pour le mode monitoring ou le mode auditeur. Hein. Le mode auditeur étant la base du produit où on peut juste rentrer un serveur, hein, l'IP d'un serveur, l'adresse d'un serveur, et lancer un scan de vulnérabilité dessus. Vous n'avez aucun historique et aucun test qui est fait en fonction de la découverte. J'en ai fini. Ah, pardon, je vais revenir pour le compte S+, le rapport S+, pardonnez-moi. Donc comme je m'étais délogué, je m'en excuse, je vais régénérer ça rapidement. Hop, alors, un loop, je vais aller juste pour vous montrer la modification et une note, voilà, ça régénère. Donc il faut quelques secondes pour que le rapport puisse être généré par l'outil et l'afficher. C'est en cours. En plus du rapport S+, vous êtes capable aussi de, je ne vous l'ai pas montré, mais pouvoir générer un rapport global. Donc le rapport global, il prend automatiquement l'ensemble des serveurs et des vulnérabilités et il agrège tout dans le rapport. Donc, les deux générations sont en cours. Le rapport S+, est en général un petit peu plus long. Y a-t-il d'autres questions sur la configuration ou le déploiement? Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas. Je peux fermer sur l'outil. Je vais aller voir pour générer tous les rapports. Donc, par exemple, sélectionner le premier. Ah, c'est ici. Là, un petit blocage. L'effet démo.
Jean-Marc, est-ce que de ton côté? Oui, en attendant La génération des rapports. la génération des rapports, je vous propose de poser des questions si vous en avez, de nous donner également vos commentaires qui peuvent toujours nous aider également à enrichir ou éventuellement si on a été confus ou si vous avez besoin de plus de précision, je vous en prie, posez vos questions. Donc, le rapport a été généré et de surveillance S+, un petit peu plus long que prévu, et je m'en excuse. Je vais partager. Ah, mais vous le voyez, il est partagé. Oui. Tu vois le rapport? Oui. Voilà. Donc, je vais le remettre à dimension normale. Donc, la première page de présentation, où vous pouvez, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez mettre votre propre logo sur les rapports. Donc une table des matières qui va vous récapituler les poids de synthèse et le périmètre que vous avez surveillé et où on fait le rapport S+. La partie vulnérabilité avec la répartition, que ce soit des vulnérabilités critiques ou de niveau moyenne, donc modéré. Hop, j'en ai encore un autre qui arrive, le rapport global, excusez-moi. Donc ensuite, on a la répartition, on va dire par catégorie. On a l'évolution dans le temps. L'évolution, c'est-à-dire quand on fait des scans en mode récurrent, et c'est vraiment ce qu'on préconise, de mettre en place une surveillance continue du système en termes de sécurité, de faire la même chose qu'on fait pour la performance, et on le fait en termes de sécurité. On peut voir combien de failles sont récurrentes, donc combien de vulnérabilités on retrouve, combien sont nouvelles dans le système, et donc de voir la correction qu'on est capable de faire. Donc ce qu'on observe en général chez nos clients de ce côté-là, c'est que le premier rapport, bien sûr, bon, tout est nouveau, et ça prend un petit peu de temps pour commencer à mettre la partie mise en place des solutions et des correctifs. Et au bout de quelques mois, pour les plus rapides, quelques semaines, on arrive à avoir des courbes qui sont plutôt flatteuses en termes de travail effectué. Donc ici, comme je vous le disais, on est capable de mettre les commentaires avec la mise en évidence de problèmes. Et l'autre partie de commentaires, hop, se trouve à la fin, dans la partie notes additionnelles. Ça, c'est pour le rapport S+. Le rapport global, donc qui a été généré ici, que j'ai récupéré, a un logo que vous pouvez aussi changer, à l'ensemble de vos serveurs. Et on peut cliquer pour aller voir les serveurs et les problèmes qui sont attenants au serveur. Donc on a aussi la partie, on va dire, 10 plus grosses vulnérabilités ou plus importantes vulnérabilités et les 10 serveurs les plus infectés. La répartition par catégorie. Et après, chaque vulnérabilité est détaillée avec ses recommandations, l'impact en termes de risque suivant les guides et les critères qu'on a dans le système, donc l'OWASP, PLANFI et PCI. Et on a en dessous les serveurs qui sont impactés par cette vulnérabilité. Alors, peut-être rapidement vous montrer que la partie de l'utilisateur a également une partie de settings où on est capable d'aller, pour la partie reporting, pouvoir sélectionner que tous les rapports soient faits automatiquement en français et de changer le logo. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en vois pas forcément de mon côté. Est-ce que tu en vois de ton côté, Jean-Marc? Non, je te le lirai, s'il y en a.
Bien, c'est que nous avons été clairs. De toute façon, vous aurez nos coordonnées. Vous avez évidemment les coordonnées de votre commercial de chez Chris Réseau. Donc, n'hésitez pas. La prochaine étape, comme je vous l'ai proposé, c'est de tester la solution, hein, de voir comment ce produit, comment cette solution peut vous servir dans votre activité. Peut enrichir donc le nombre de services, les services que vous proposez à vos clients. Il y a une carte à jouer, il y a aussi des services additionnels et des clients à gagner. Vous aurez également la possibilité de revoir ce webinaire sur votre chaîne YouTube dès demain matin si vous le souhaitez, ou si vous voulez le proposer à vos collègues qui n'auraient pas pu suivre ce webinaire. Donc on vous transmettra le lien dès que disponible. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de réflexion à partager, eh ben, je vous propose d'en terminer là. Je vous remercie, nous vous remercions de votre disponibilité et de l'intérêt que vous avez porté à regarder cette solution. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble et travailler ensemble et réussir ensemble. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous.